Le Figaro LCI, Olivier Bost. C'est la seconde partie de ce grand jury avec Mathilde Panot. Vous êtes la patronne des députés Les Insoumis à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce grand studio. Merci à vous. RTL. Et restez avec nous Stéphane Séjourné, le nouveau secrétaire général du parti Renaissance, parce que il va vous répondre, vous allez réagir à ce qu'a dit Stéphane Séjourné sur les retraites en première partie d'émission. Quel est votre... Sur les retraites, monsieur Séjourné, on ne comprend pas bien ce que vous êtes en train de faire. Rien ne va ni sur la fond, ni sur la forme. Pourquoi ? Sur la forme, vous êtes certains à nous dire 49.3. Monsieur Bayrou nous dit « je suis opposé au passage en force ». Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet, explique qu'elle ne veut pas que ça soit un amendement dans le PLFSS. Donc on ne comprend rien, si ce n'est qu'on comprend le passage en force, car 6 Français sur 10 sont favorables, comme nous, au retour à la retraite à 60 ans. Et sur le fond, le Conseil d'orientation des retraites vient de sortir un rapport ce jeudi qui explique qu'il n'y a aucune urgence à réformer les retraites. Édouard Philippe dit 67 ans, certains chez vous disent 65 ans. Bref, on ne comprend pas ce que vous êtes en train de faire. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous voulez faire ce projet de maltraitance sociale. Stéphane Séjourné, c'est à vous. Bon, Madame Panot, je vous invite à regarder notre programme présidentiel. Et également à regarder ce qu'a dit le président de la République pendant cette campagne. Alors, je sais que vous considérez qu'on est illégitime à proposer une réforme. Et que quand on entend, et je reprends les mots que j'évoquais tout à l'heure, quand on entend votre formation politique, on dirait que vous avez gagné les élections législatives. Le premier tour, tout Oui, à fait, ne vous en déplaise. Bien sûr, bien sûr. Mais regardez la proposition du président de la République, c'est celle qui sera débattue. Et après, vous qui demandez un débat au Parlement, il y aura un débat au Parlement. Il y aura un débat au Parlement. Vous essayez d'enfermer les Français dans un sujet de méthode. Sujet de méthode, en réalité, il est mis en avant parce que vous avez un problème de fond. Ah, pas du tout. Bah si, on a un vrai... Expliquez-nous alors, c'est ce que je vous demande d'expliquer. Je vous l'explique. Pour nous, il y a 3 possibilités. Soit vous augmentez les impôts, soit vous baissez les retraites, soit vous allongez la durée de cotisation. C'est faux, il y en a un quatrième. Vous baissez le temps de travail. Non. Bah oui, mais c'est parce que Madame Panot considère comme une partie de LFI que la valeur travail alors, est une valeur de droite. Le passage aux 35 heures, c'est 350 000 emplois créés, donc des cotisations. Le passage aux 32 heures, c'est 1,25 million d'emplois créés sur 3 ou 4 ans. Pour les retraites, vous faites quoi ? En plus de cela, nous pouvons créer des emplois dans la bifurcation écologique et solidaire. Nous créons des emplois, contrairement à vous qui préférez persécuter les chômeurs. Nous créons des emplois et non pas des emplois précaires avec des cotisations. Et nous faisons en sorte qu'il y ait une égalité des salaires entre les femmes et les hommes qui, là aussi, apportent des cotisations qui permettent immédiatement de revenir à la retraite à 60 ans. Il vous répond, Stéphane Séjourné. Votre réponse. Des emplois, on en a créé des millions depuis le début du premier quinquennat. Vous n'avez soutenu aucune de nos propositions. On a fait gagner la France en compétitivité. On a un taux record de création d'entreprises. Si le corps nous fait cette interpellation, c'est parce que notre politique économique, elle est efficace. Donc moi j'ai envie de vous dire, soutenez notre politique économique. Alors, je vais vous lire le corps. Et on ira dans votre réforme des retraites. Juste pour les auditeurs, je lis juste cette phrase de ce rapport qui est sorti jeudi. Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Une dernière réponse, Donc, Stéphane Séjourné. Il n'y a pas de nécessité de faire une réforme des retraites. Il faut au contraire travailler moins pour travailler tous et refaire la retraite à 60 ans. S'il vous plaît, une dernière réponse. Alors qu'à 62 ans, il y a déjà un quart des plus pauvres qui sont morts avant de pouvoir prendre leur retraite. Nous, à tout résumer, travailler moins pour travailler tous. Nous, on considère que la valeur travail est une valeur fondamentale, que l'allongement de l'espérance de vie va nous conduire mécaniquement à un problème structurel des retraites, qu'on a poussé ce sujet depuis des années et des années dans notre société, qu'on considère qu'aujourd'hui les Français ont eu beaucoup de débats, parce que tous les quinquennats, toutes les majorités, toutes les élections présidentielles, nous avons eu ce débat sur les retraites, et qu'il est maintenant légitime que le gouvernement propose un projet au Parlement. Vous en débattrez avec vos collègues et avec la majorité présidentielle, mais laissez-nous au moins la légitimité de pouvoir le proposer. Stéphane Séjourné, merci. Mathilde Panot, vous aurez l'occasion de vous expliquer dans la suite de ce grand jury. Jim Jarassé, pour une question. Oui, j'enchaîne justement sur la question du 49.3. Si le gouvernement choisit sur le budget ou les retraites d'y recourir, est-ce que vous allez avoir, vous, recours à la motion de censure ? Évidemment, parce que
Je voulais d'abord pointer ce fait-là. Nous avons une élection présidentielle qui n'a pas permis de trancher des grands sujets. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron a refusé l'ensemble des débats sur les grandes questions qui concernent notre pays. Que se passe-t-il lorsque nous arrivons à l'Assemblée ? Ils ont perdu leur majorité absolue, ils ont perdu 100 députés et sont donc devenus une minorité présidentielle. Que font-ils ? Pour la première fois depuis 30 ans, la Première ministre refuse de demander un vote de confiance. Ils nous brandissent la menace du 49-3 à tout va, font des seconds votes. Il faut cesser cette macronarchie où finalement, eh bien, le président de la République considère toujours que l'Assemblée devrait être le paillasson de ses envies. Eh bien, nous ne sommes plus dans cette situation. Donc motion de censure, est-ce que vous pourriez voter une motion avec les Républicains ou le Rassemblement national ? Eh bien, pour faire tomber le gouvernement. On verra bien ce qui se passera parce que la dernière fois que nous avons déposé une motion justement pour refuser que la Première ministre ne demande pas la légitimité au Parlement comme c'est inscrit dans la Constitution, ça n'avait pas fonctionné. Nous avons été les seuls, la NUPES, à voter cette motion, donc ce qui prouve que nous sommes bien la seule alternative au monde de malheur d'Emmanuel Macron, qui proposons donc un tout autre horizon au peuple français. Et donc nous verrons bien ce que feront et les LR et le RN, puisque le RN s'est plutôt distingué jusqu'alors pour voter main dans la main contre la hausse du SMIC, contre le gel des loyers et pour avoir des postes que leur ont donnés très généreusement la Macronie, notamment les vice-présidences de l'Assemblée. Et alors une réaction sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad. Oui, un commentaire qui vous est directement adressé sur votre compte Twitter. En gros, cet internaute Yasmine vous dit « Soyez honnête, dites la vérité. Tout ce que vous voulez, en fait, c'est avoir une dissolution de l'Assemblée nationale pour avoir à nouveau des élections et pourquoi pas la possibilité d'un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, comme il le disait durant la campagne. » Ce n'est pas notre mot d'ordre, la dissolution. Nous disons que, j'ai dit exactement la phrase, que nous étions dans un moment où le monde politique était un compte à rebours de la dissolution. Pourquoi ? Nous ne sommes pas naïfs. Nous avons vu qu'Emmanuel Macron a convoqué ses anciens candidats aux élections législatives et que Emmanuel Macron refuse d'accepter qu'il est aujourd'hui minoritaire à l'Assemblée. Quand je vous parlais des nombreux coups de force, et notamment du 49-3, nous ne pouvons pas rester dans un pays, soit ils acceptent les votes à l'Assemblée, et ils arrêtent de nous faire revoter sans cesse, mais nous ne pouvons pas rester dans un pays qui refuse le vote de confiance au Parlement, qui gouverne à coup de 49-3 et à coup de Conseil de défense de manière incessante. Donc ce que nous disons, c'est que nous ne sommes pas naïfs, que peut-être à l'horizon, puisque vous l'avez vu vous-même, M. Séjourné lui-même ne veut pas l'admettre, ils ont du mal à accepter le vote qui a eu lieu aux élections législatives et qui n'a pas donné une majorité claire à Emmanuel Macron pour mener sa politique de maltraitance sociale et écologique. On peut prendre un autre exemple très concret, par exemple pour les Français, dans les prochaines semaines. Est-ce que vous voterez, oui ou non, la poursuite du bouclier tarifaire pour l'électricité et le gaz, tel qu'annoncé par la Première ministre cette semaine ? Alors, ce n'est pas une surprise. Nous nous disons depuis longtemps que nous ne sommes pas d'accord avec le bouclier tarifaire. J'explique pourquoi. Parce que le bouclier tarifaire, il est payé par l'argent des Français. Donc, c'est nous toutes et nous tous qui payons le fait qu'on essaye de bloquer les prix. Et d'ailleurs, on ressemble plus à une envolée tarifaire qu'à un bouclier tarifaire aujourd'hui. Ce que nous proposons depuis maintenant des mois et sur lequel nous n'avons eu jamais aucune réponse, c'est un blocage des prix qui est payé par les fournisseurs. Vous vous rappelez de Total, qui a fait des profits exceptionnels l'année dernière, mais de nouveau, sur ces 6 mois, a fait 18 milliards de bénéfices. Son PDG s'est augmenté de 52%. Je crois que c'est d'abord et avant tout eux qui doivent payer pour faire en sorte qu'on puisse faire que les Français puissent respirer. On a entendu là, sur le bouclier tarifaire, je rebondis du coup sur la contribution des énergéticiens, contribution exceptionnelle telle que proposée par Emmanuel Macron au niveau européen, ça vous va ou pas ? Qui commence par la France. Qui commence par la France. Parce que, regardez, l'Espagne n'a pas attendu pour faire une taxe sur les profiteurs. De même que l'Italie, de même que le Royaume-Uni. En fait, Emmanuel Macron est le seul qui, aujourd'hui, refuse de faire cette taxe sur les super profits, comme on le dit. Il y a déjà une contribution qui existe, qui a permis de rapporter 8 milliards d'euros à l'État cette année et 20 milliards d'euros l'année prochaine. Il y a déjà une taxe qui existe, pardon ? Une contribution sur les énergéticiens, notamment les énergies renouvelables, qui existe et qui a permis de rapporter 8 milliards d'euros. Oui, quand vous voyez le nombre de dividendes qui sont reversés chaque année par les énergéticiens, d'ailleurs, il n'y a pas que les énergéticiens, c'est ce que nous demandons, et c'est ce que par ailleurs la Commission européenne, le FMI et l'ONU demandent. Donc,
Bon, je pense que dans un moment de grande souffrance nationale comme nous sommes en train de vivre, où vous avez quand même 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, où vous avez une inflation qui va faire évidemment des dégâts considérables chez les gens, qui ne savent plus comment ils vont terminer leur fin de mois, je pense qu'il est normal que celles et ceux qui ont profité de ce moment de crise, comme nous l'avons fait à d'autres moments, j'avais d'ailleurs moi-même fait une proposition de loi en 2020 sur cette question qui avait été refusée par les macronistes, et nous continuerons avec la pétition que nous faisons signer actuellement et le référendum d'initiative partagée que nous mènerons avec l'ensemble des forces de la NUPES. Une interpellation sur les réseaux sociaux, hashtag le grand jury, Marie-Pierre Haddad. Oui, vous évoquez justement les grandes entreprises et les super profits. LVMH a annoncé que les magasins de son groupe ne seront plus éclairés, donc dans le cadre de la sobriété énergétique, plus éclairés dès 22 heures. Et la température sera aussi baissée dans les magasins. Et ça a fait réagir le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur Twitter, qui a félicité du coup LVMH. Est-ce que sur ce sujet précis, vous accordez un bon point au gouvernement qui a réussi à mobiliser les grandes entreprises sur la sobriété énergétique? La question énergétique qu'on va vivre va être extrêmement difficile. Je le dis, nous devons avoir une baisse de consommation de 10%. Pendant le Covid, la baisse de consommation, quand tout était arrêté, était de 8%. Je vous le dis pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer en termes de pas à franchir. Nous demandons depuis longtemps à ce que ces débats aient lieu de manière démocratique, qu'on puisse décider collectivement quels sont les usages de l'énergie, quels sont les usages inutiles de l'énergie, qu'est-ce qu'il faut arrêter de gaspiller. Là, concrètement. Et je vais arriver sur LVMH. Nous demandons depuis longtemps que, par exemple, les panneaux publicitaires lumineux soient interdits, puisque nous considérons que c'est une agression publicitaire qui n'a pas lieu d'être. Nous demandons depuis longtemps, si on prend une autre sorte d'énergie qui n'est pas l'électricité, qu'on arrête les vols intérieurs lorsqu'ils sont substituables par le train, etc. Mais est-ce que vous êtes pour un passeport Est-ce que vous êtes pour un passeport CO2, par exemple? C'est-à-dire chacun aurait le droit à un... C'est une discussion qu'il faut avoir. Mais en fait, ce sur quoi je suis en train d'insister, c'est que moi, je demande des décisions et des discussions démocratiques sur cette question. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que ces questions énergétiques sont discutées en Conseil de défense et qu'elles sont laissées au libre choix et à la bonne charité des multinationales qui vont décider si oui ou non elles font ça, si oui ou non elles nous accordent un petit peu d'électricité en plus pour laisser une marge. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux qu'on ait des décisions démocratiques et des discussions démocratiques. Et j'insiste sur un point particulier sur les TPE, PME et sur les collectivités qui ne sont pas dans les tarifs régulés et qui vont avoir de plein fouet cette augmentation des prix de l'énergie. Je demande qu'on remette les tarifs réglementés uniques de l'énergie, y compris pour ces petites et moyennes entreprises et pour les collectivités. Sinon, on va droit au désastre, et notamment avec des plans de licenciement qui auront lieu partout et des petites et moyennes entreprises qui vont devoir fermer. Jim Jarassé. Oui, je vais reprendre une expression de Sandrine Rousseau qui a expliqué cette semaine que le travail était une valeur de droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? En fait, ça dépend comment vous le prenez. Non, je n'aurais pas dit ça exactement comme ça. Mais la question sur le travail, elle est posée sur plusieurs aspects. Le premier des aspects, et nous allons avoir une réforme de l'assurance chômage, qui est une énième réforme de l'assurance chômage, après que Mme Borne soit celle qui ait porté la première, qui a fait 2 milliards d'euros d'économies sur les chômeurs. Persécuter les chômeurs n'a jamais réglé le problème du chômage. Et je vais vous dire sur le travail, moi, ce que je souhaite. Sur la question du travail, je souhaite qu'on arrête d'en faire une question individuelle, culpabilisante, où à la fin, c'est de ta faute si tu n'as pas d'emploi, c'est de ta faute si tu es pauvre et je ne sais quoi. Qui ça est une idée de droite. Je veux qu'on pose ça de manière collective. Quel est le problème du travail et du chômage dans notre pays? Ce problème-là, c'est d'abord la réduction du temps de travail. Dans la semaine, c'est 35 heures pour ensuite aller vers les 32 heures. Dans l'année, avec la 6e semaine de congé payé qui permet là aussi de créer des emplois. Et dans la vie, avec la retraite à 60 ans. Mais surtout, nous avons besoin de créer des emplois qui sont utiles à l'intérêt général. Et lorsque l'on voit les incendies cet été, avec la baisse des effectifs sur l'Office national des forêts, les services d'urgence qui ont été fermés, eh bien tout ça sont des emplois que nous devons créer et que le marché ne créera pas. On a évoqué donc Sandrine Rousseau, parlons de Fabien Roussel si vous le voulez bien. La gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations, minima sociaux et revenus de substitution. Il a mis le feu avec ces mots, donc ça vaut la peine d'y revenir. Sandrine Rousseau d'un côté, le travail valeur de droite. Fabien Roussel de son côté avec ces mots. Compliqué pour vous là, hein. Non, ce n'est pas compliqué. Je l'ai dit directement à Fabien Roussel.
discuté et débattu avec lui à la Fête de l'Humanité, je suis en désaccord profond avec ce que dit Fabien Roussel. Et je crois que la NUPES a été, dans son ensemble et dans son unité, en désaccord avec cette manière de dire les choses. D'abord parce que il y a beaucoup des choses qui sont inscrites dans notre programme qui, justement, contribuent au travail. Je donne un exemple, le fait d'augmenter le SMIC va ensuite permettre aux gens de pouvoir relancer la consommation populaire, va ensuite remplir le carnet de commandes et va permettre ensuite de créer des emplois. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on porte une culpabilité individuelle sur la question des chômeurs ou des personnes qui reçoivent des aides sociales. Pourquoi ? Parce que les aides sont du salaire différé. Et je vais vous dire, le problème principal que nous avons dans notre pays, c'est le problème du non-recours. Pourquoi ? Parce que des gens parfois ne savent pas, parfois n'y arrivent pas, mais aussi parce que des gens ont honte de recevoir des aides. Eh bien moi, je leur redis ici que ces aides sont des droits, que ce ne sont pas des privilèges, et que s'il y a des assistés dans ce pays, c'est d'abord et avant tout les patrons et les actionnaires du CAC 40 qui reçoivent 140 milliards d'aides publiques par an, sans contrepartie sociale ni écologique. Votre positionnement interroge, y compris dans votre famille politique, quand on voit François Ruffin qui dit du parti des salariés, nous voilà dans l'esprit commun le parti des assistés. Alors non, c'est ce que le journaliste en a tiré, mais François Ruffin lui-même a fait d'ailleurs plusieurs tweets pour dire à Fabien Roussel qu'il n'était pas d'accord avec la manière dont il portait les choses. Et justement, François Ruffin n'a de cesse de rappeler que celles et ceux qui sont les privilégiés de ce pays, ce sont justement les plus riches et qu'il faut repartager le travail. Et je vous signale juste, puisque nous parlions retraite juste avant, que si on transférait de l'argent du capital vers le travail, on aurait aussi plus de cotisations pour payer nos retraites, même si, je le répète, le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il n'y a aucune urgence à réformer les retraites, si ce n'est pour nous de la mettre à 60 ans. Et on passe par le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad. Oui, alors une question sur les réseaux sociaux qui concerne Adrien Quatennens, le député de la France Insoumise, a annoncé qu'il se mettait en retrait de son rôle de coordinateur de la France Insoumise. Donc, ça a généré énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup vous reprochent le silence que vous avez pu avoir. Est-ce que vous avez été embarrassé par cette affaire et pourquoi ne pas avoir réagi plus tôt ? Alors bon, déjà, Adrien Quatennens a pris une décision. Et nous avons échangé sur cette question, qui est une décision, je crois, juste et sage. Sage à la fois pour lui, parce qu'elle va lui permettre d'avoir dans la sérénité ce temps pour gérer la situation de divorce dans laquelle il est. Est-ce que vous l'avez incité à prendre cette décision ? Non, c'est lui qui prend la décision, nous en avons discuté. Après ou avant sa décision ? Avant. Mais Et vous, votre position, donc pour lui, attendez, juste laissez-moi terminer mon raisonnement, parce que sinon après moi je me perds. Donc c'est une bonne décision, une décision sage pour lui, et une décision sage aussi pour notre mouvement qui a à cœur cette question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Pourquoi est-ce que nous avons mis du temps ? Parce que le temps médiatique ne coïncide pas avec le temps personnel des décisions, et donc il est normal que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines, et donc il est normal que quelques jours se passent, ce n'est pas non plus quelques mois, ce n'est pas non plus quelques années, et donc voilà, Mais qu'est-ce que ce temps vous a permis Eh bien, de discuter. Vous savez, c'est une question qui est une question épineuse, donc ça nous permet de discuter et donc de faire en sorte que justement Adrien Quatennens décide de se retirer. La question qui va se poser, c'est de savoir si c'est suffisant. Je vous pose la question parce que Sandrine Rousseau, elle a été interrogée également de son côté à la mi-journée sur le sujet. Et voilà ce qu'elle a déclaré. Il est indispensable qu'il quitte la coordination du mouvement. En effet, je pense qu'il faut qu'il se mette en retrait de toute parole publique, voire en retrait du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, de fait, Adrien Quatennens va être en retrait. Je veux dire, Adrien Quatennens et sa femme, qui d'ailleurs sont pris dans une tourmente médiatique qu'elle n'a pas voulu. Je veux quand même le souligner parce que je le dis en passant. Mais c'est quand même pour moi un point important. Quoi qu'on fasse, on ne respecte jamais la parole des femmes. Lorsqu'elles demandent à ce qu'on judiciarise une affaire, on refuse de prendre leur plainte, il n'y a pas de suite derrière. Et lorsqu'elles demandent que cette affaire ne soit pas sur la place publique, comme elle l'a demandé à des médias d'ailleurs, de ne pas le mettre sur la place publique, eh bien là aussi sa parole n'a pas été respectée. De fait, Adrien Quatennens va être en retrait. Il a pris une décision qui est une décision courageuse. Même du groupe à l'Assemblée nationale. Ben on verra. Là, écoutez, il y a un communiqué qui est sorti il y a 1 heure. Enfin, laissez-nous un peu le temps de nous organiser, de discuter entre nous. Enfin, c'est pas... Je veux dire, là, nous avons pris une décision qui, je crois, est un signal qui est important
pour un mouvement qui, comme nous, est attaché à Alors, ces questions. Vous vous êtes forcément posé la question, qu'est-ce qui permettra ensuite son retour, sachant qu'il n'y a pas de dépôt de plainte, sachant qu'il n'y a pas d'enquête Nous ne savons pas où ça en est, s'il y a des suites judiciaires ou non. Donc nous ne savons pas sur cette question-là. Donc on verra. Enfin, je veux dire, là, vous posez des questions en prenant des temps d'avance à chaque fois. Il faudrait qu'on arrive, on apprend dans la presse cette histoire de main courante. Il faudrait que dans la minute, on puisse vous donner le plan de route qu'on va suivre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons discuter, et dans le mouvement, et dans le groupe parlementaire. Et Adrien Quatennens, je crois, a pris une décision qui permet d'envoyer un signal qui est important. Dernière question peut-être sur le cas Adrien Quatennens. S'il était présenté comme l'un des potentiels successeurs à Jean-Luc Mélenchon à la tête du parti, est-ce que son avenir politique, notamment au sein des LFI, est compromis ? Non, je crois que justement, le fait qu'ils prennent cette décision, que nous avons, vous savez, par exemple, dans le groupe, nous avons rendu obligatoire, bien avant d'ailleurs cette histoire-là, nous avons rendu obligatoire une formation contre les violences sexistes et sexuelles. Et je vais vous dire, nous qui sommes attachés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, nous ne pensons pas qu'un homme, même s'il a commis à un moment un acte de violence, eh bien, est un homme qui est violent à vie, que ça serait naturel, que ça serait... Donc c'est aussi ça la lutte contre les violences. Donc non, je ne crois pas. Alors, pardon. Je vous en prie, Amélie. Jean-Luc Mélenchon, il a dit donc récemment « Je souhaite être remplacé ». Est-ce que vous mettez en place, est-ce qu'il met en place, mais vous également, les conditions de sa succession, mode de désignation alors oui, on prend de l'avance, je sais ce que vous allez dire, mais on est un peu là pour ça aussi. Et Jean-Luc Mélenchon a pris de l'avance. C'est lui qui a lancé le débat. Alors, Jean-Luc Mélenchon est celui qui a non seulement remis une gauche, des idées progressistes debout dans le pays, avec donc à la fois cette élection présidentielle où nous avons quasiment 8 millions de voix, ensuite la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui est un point d'appui fondamental pour les mobilisations populaires et l'idée d'une alternative au monde d'Emmanuel Macron. Et surtout, Mélenchon, alors. Jean-Luc Mélenchon est celui qui a créé un collectif. Ça, d'accord. Un collectif avec de nombreuses personnalités. Et c'est quand même le seul homme politique qui a réussi à faire émerger autant de figures ça, d'accord, mais ce différentes. collectif doit se préparer au fait qu'il ne sera pas forcément candidat en 2027. Comment ce collectif se prépare ? Eh bien, nous allons en discuter, mais ne vous inquiétez pas, pour l'instant, nous ne stoppons pas sur cette question-là. Écoutez, devant nous, nous avons quoi ? Une réforme de l'assurance chômage et du RSA. Nous avons une marche contre la vie chère et l'inaction écologique à laquelle j'invite tout le monde à se rendre le 16 octobre parce que nous avons besoin d'un déferlement populaire contre la politique d'Emmanuel Macron. Nous avons une réforme des retraites dont on ne sait pas si elle sera dans le PLFSS, si elle passera en 49.3 ou non. Et nous avons une bataille sur la taxe sur les profiteurs de crise. Bon, ça ne répond pas tout à fait à la question, mais... Eh bien, je pense que nous avons du pain sur la planche et que c'est ce à quoi nous sommes occupés actuellement et dans lequel nous mettons toutes et tous nos forces. Donc l'après-Mélenchon, ça reste en suspens. Bah écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il est là, vous l'avez vu, il est en forme, donc on verra. Amélie Carrouer ou Jim Jarassé pour une dernière question. Sur l'Ukraine, la semaine a été marquée par la découverte d'un terrible charnier dans la ville d'Izium, plus de 440 tombes. Est-ce que vous dites aujourd'hui que Vladimir Poutine est un criminel de guerre et qu'il doit être jugé par le tribunal pénal international ? Oui, nous l'avons dit d'ailleurs dès le début. Dès le début, nous avons condamné le fait que Vladimir Poutine tout seul décide de violer les frontières de l'Ukraine. Nous avons dit que Vladimir Poutine était responsable de crimes de guerre. Donc oui, il faut les documenter au maximum. Il faut aider l'Ukraine avec des armes. Et surtout œuvrer toujours pour la paix, avoir le courage de la paix. Voilà ce à quoi la France doit œuvrer. Et est-ce que l'Ukraine doit être aidée avec des armes ? Parce que vous n'y étiez pas favorable forcément. Maintenant que l'Ukraine marque des victoires militaires. Il y a une ligne de crête entre être co-belligérant et ne pas être co-belligérant. Je sais que la France le fait déjà. Écoutez, juste nous ne voulons pas qu'on transforme notre continent en guerre totale. Donc nous n'avons que deux choix, la guerre totale entre puissances nucléaires ou la diplomatie. Nous avons choisi la diplomatie. Mathilde Panot, merci. C'est la fin de ce grand jury, un grand jury que vous pouvez retrouver sur